Ça marche là? Parfait. Bien, je vais commencer par... Pardon? Là, ça va? Bon, je vais commencer par présenter Huguette Tiénéa, qui est députée du Lot, mais ce n'est pas vraiment pour ça qu'elle est là. C'est quelqu'un qui est doctorat en génie électrique, qui a conçu des moteurs innovants et qui est, ça c'est encore plus important, vice-présidente de l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques. Donc on est vraiment au centre du problème. Elle a fait aussi un rapport dont on a beaucoup parlé sur l'arrêt des véhicules thermiques en 2040. Alors, la question, c'est que vous avez étudié de près le problème de la décentralisation. Alors, le sujet s'appelait... j'ai eu un petit moment où je me suis dit, mais il parle de quoi? Parce que le sujet, c'est autoconsommation numérique. Alors, autoconsommation, je vois ce que c'est. Le numérique aussi, mais autoconsommation numérique, ça, je n'ai pas bien compris. Donc, je vous demanderai, ainsi qu'à M. Tchernia, de nous expliquer ce que c'est. La question de la décentralisation de l'électricité, elle est très importante parce que on voit bien que les régions n'ont pas tout à fait la même façon de voir, on en a parlé ce matin, il n'y a pas d'égalité entre les régions. Il y a des régions où il y a du vent, il y a des régions où il y a du soleil, il y en a où il y a la possibilité de faire de la biomasse. Donc la question, c'est que est-ce qu'un jour on pourra avoir de la production et de la distribution d'électricité complètement décentralisée? Madame, qu'en pensez-vous? Hop. Non, elle est Merci. pas partie. Oui. Merci à vous. Ravi d'être avec vous cet après-midi pour discuter de l'autoconsommation numérique. Et je profite de l'occasion de remercier les organisateurs de cet événement. L'autoconsommation, vous l'avez dit, c'est la possibilité pour un particulier ou un ensemble de particuliers de produire de l'énergie et de la consommer. Ça peut être justement de l'énergie solaire ou autre type d'énergie ou de production de gaz. Et le numérique, vous savez ce que c'est, hein, c'est tout ce qui relève de la connectivité qui permet en gros de gérer plus facilement l'énergie. Donc l'autoconsommation numérique et ses bouleversements aujourd'hui, on peut dire qu'elles sont dues au fait que d'une part, on a des enjeux financiers qui sont, je dirais, favorables, parce qu'aujourd'hui, les individus ou les entreprises peuvent nettement alléger leurs factures d'énergie. Et aussi, on peut noter que même si les investissements initiaux d'installation peuvent coûter, et il est sûr qu'avec le solaire aujourd'hui, ça permet de donner de la visibilité en fait à long terme, et notamment concernant la réduction du prix sur la facture. Parce que nos concitoyens, aujourd'hui, quand ils se lancent dans un projet, il faudrait qu'ils arrivent à observer l'impact du projet pour eux. Et avec les primes qui existent aujourd'hui, notamment comme le crédit d'impôt et la prime d'investissement, c'est vraiment un facteur qui permet de favoriser l'autoconsommation dans nos territoires. Vous avez parlé de décentralisation. Il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, la plupart des demandes de nos concitoyens concernant l'autoconsommation ou le solaire sont satisfaits. Je veux parler notamment des dernières annonces de la ministre qui a dit qu'elle relevait le plafond pour le guichet tarifaire pour les installations en toiture de 100 kW
crête à 500 kW crête. Je pense que c'était aussi une demande importante des acteurs qui investissent dans le domaine du solaire. Au-delà des enjeux financiers, il y a aussi des enjeux démocratiques. Et installer du solaire sur soi, ça permet de faciliter la recharge des batteries. J'ai vu que sur les tables rondes précédentes, on a effectivement parlé des outils technologiques qui vont dans le sens de la transition écologique. Donc, le fait de pouvoir produire de l'énergie, alimenter sa maison, sa cuisine, ou pouvoir recharger sa voiture, c'est aussi important pour nos concitoyens. Mais c'est aussi pour eux avoir plus d'autonomie, c'est-à-dire ne plus dépendre, par exemple, du fournisseur d'électricité traditionnel qu'on connaît. Et ça permet vraiment de maîtriser sa consommation. Parce qu'aujourd'hui, on est en quelque sorte une génération connectée, on va dire. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, quand un citoyen ou une entreprise installe du solaire sur son toit, il peut arriver lui-même à piloter, c'est-à-dire que l'électricité étant quelque chose de pas visible, c'est-à-dire au lieu que l'individu se pose la question, mais c'est quoi ces ions qui traversent le fil? Aujourd'hui, à travers le numérique, il peut arriver à connaître exactement sa consommation. Et je pense que c'est aussi ces facteurs-là numériques qui permettent vraiment de vulgariser ou de booster l'autoconsommation. Un dernier point, c'est les enjeux environnementaux. Et c'est vraiment pour moi le point le plus essentiel de l'autoconsommation. C'est que finalement, nos citoyens se sont rendus compte que le solaire, c'est l'énergie, on va dire, la plus citoyenne possible, puisqu'il y a beaucoup de projets participatifs aussi dans ce sens. Et on le voit avec les projets qui sont menés sur nos territoires. Au-delà de l'individu, il y a des ensembles d'individus qui se mettent ensemble avec bien sûr des porteurs de projets pour pouvoir produire de l'électricité. Et c'est aussi l'alternative aux énergies fossiles. Autant mettre en place une éolienne relève des énergies renouvelables, autant le solaire, c'est vraiment l'énergie qui est à la portée de tous les concitoyens. Donc, et sans compter aussi les volets décentralisation, parce que nos concitoyens attendent aussi une sorte de décentralisation dans tous les domaines. Et au niveau de l'énergie, c'est vraiment un facteur très intéressant pour eux. Donc, ce qu'on peut retenir pour l'autoconsommation numérique et ces bouleversements, c'est ces trois facteurs-là. La facilité liée aux investissements financiers, les enjeux démocratiques, donc le besoin aussi de se libérer des énergies traditionnelles et d'apprendre à, en quelque sorte, se réconcilier avec la nature en produisant son énergie, mais aussi de participer réellement aux avancées de la transition écologique sur nos territoires, mais aussi de façon individuelle que collective. Parfait. Mettre en place une éolienne relève des énergies renouvelables, autant le solaire, c'est vraiment l'énergie qui est à la portée de tous les concitoyens. Donc, et sans compter aussi les volets décentralisation, parce que nos concitoyens attendent aussi une sorte de décentralisation dans tous les domaines. Et au niveau de l'énergie, c'est vraiment un facteur très intéressant pour eux. Donc, ce qu'on peut retenir pour l'autoconsommation numérique et ces bouleversements, c'est ces trois facteurs-là. La facilité liée aux investissements financiers, les enjeux démocratiques, donc le besoin aussi de se libérer des énergies traditionnelles et d'apprendre à, en quelque sorte, se réconcilier avec la nature en produisant son énergie, mais aussi de participer réellement aux avancées de la transition écologique sur nos territoires, mais aussi de façon individuelle que collective. Parfait. Merci beaucoup. Monsieur Tchernia, alors, j'ai vu que vous aviez un métier double, c'est-à-dire qu'à la fois vous aidez les gens à réaliser l'autoconsommation, mais en plus vous étiez capable de fédérer
la production d'électricité. Moi, je m'interroge parce que il y a encore quelques années, on expliquait que bon, c'était bien de mettre des éoliennes, surtout du photovoltaïque, mais si on produisait trop, qu'est-ce qu'on en faisait? Et de toute façon, c'était bien d'être relié au réseau électrique par sécurité. Alors, vendre de l'électricité aux fournisseurs alternatifs, les gros et les classiques, ils n'aiment pas ça du tout. Et deuxièmement, il y a un coût, parce que pour passer de la production électrique classique pour la remettre dans le réseau, il faut augmenter les volts, et ça a un coût. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer comment quelqu'un qui a une maison pas loin de La Rochelle peut faire pour avoir de l'autoconsommation numérique? Bonsoir, merci pour la question, et puis merci de m'avoir invité, merci à Myriam, et merci et une pensée à Grégory Lamotte qui, j'espère, va vite guérir. Je ne crois pas qu'il ait qu'à contact, je crois qu'il a eu un accident de vélo. Et donc j'espère que tu vas te remettre très vite, Grégory. Et donc, pour répondre à votre question, en fait, il faut donc d'abord comprendre que le métier d'Équateur, qui est donc la société que j'ai co-créée, c'est un métier de fournisseur d'énergie. Et répondre à votre question sur l'autoconsommation numérique, que moi je comprends comme comment est-ce que le numérique peut aider le développement de l'autoconsommation. En sachant que chez Équateur, comme beaucoup de gens aujourd'hui, et ça fait toujours plaisir à entendre, on n'est pas les seuls, on croit en la décentralisation. Et on pense que c'est un bien pour le système électrique d'être beaucoup plus décentralisé qu'il ne l'est aujourd'hui. Par contre, on se dit qu'un monopole mature n'a peut-être pas intérêt à une transition très rapide. On se dit aussi qu'un fournisseur dont le principal métier serait la production ne va pas avoir très envie de pousser ses clients à devenir producteurs eux-mêmes. Et donc, on prend ce rôle, nous, très à cœur, et on fait beaucoup d'efforts pour se dire comment est-ce que je vais donner envie à mes clients de devenir autoconsommateurs. C'est important parce qu'aujourd'hui, en France, on est très, très loin par rapport aux autres pays européens sur l'autoconsommation. Par rapport à la Belgique, par exemple, où j'ai habité 6 ans et je suis d'Aix-en-Provence, et je peux vous dire qu'il fait plus beau à Aix-en-Provence qu'en Belgique et qu'il y a beaucoup plus de panneaux solaires en Belgique qu'à Aix-en-Provence. Donc il y a quelque chose qu'on ne comprend pas bien là. Et il y a une question qui se pose qui est la rentabilité, et que finalement vous soulignez à travers qu'est-ce que je fais du surplus. Et c'est là où nous, on veut intervenir avec le numérique. En fait, la première solution sur le surplus, et c'est celle qui... et puis dans une deuxième partie, je répondrai sur l'impact réseau. Mais la première solution sur le surplus, celle qu'on connaît, celle qu'on entend parce que c'est ce que dit Tesla, c'est je vais mettre une batterie. Une batterie, ça coûte cher. Une batterie, ça perd de l'énergie. Enfin, le rendement n'est pas parfait. Il y a tous les problèmes de déchets que ça va créer. Donc nous, on a dit, et c'est la première chose qu'on a fait, on le fait donc maintenant depuis 2 ans, on va vous racheter le surplus. Même si vous êtes hors obligation d'achat, nous, Équateur, on va vous racheter le surplus, puis on se débrouille. On vous fixe un prix. Et on s'est rendu compte que nos clients voulaient aller plus loin. En fait, ils n'avaient pas très envie de nous vendre cette énergie-là. En fait, ils ne cherchent pas tous la rentabilité, ils ont surtout le plaisir de créer eux-mêmes et de produire leur énergie. Et si moi, je suis dans le sud de la France et que j'ai mes enfants qui sont étudiants à Paris, pourquoi est-ce que je ne leur offrirais pas mon énergie, en fait? Inversement, je crée une association et sur les bâtiments de l'association, on met des panneaux solaires. Pourquoi je ne vendrais pas le surplus de l'énergie de cette association à tous les membres de cette association? Et c'est là où nous, on rajoute le numérique. C'est-à-dire qu'on a un système de blockchain qui va être en œuvre donc, courant 2021 et qui va nous permettre à nous, fournisseurs, de dire, bon, toi, tu as des panneaux solaires, donc tu as ton autoconsommation. Vu de nous, fournisseurs, c'est une baisse de consommation, en fait. Et puis, tout ce que tu injectes, ça va te donner finalement des tokens de blockchain que tu vas pouvoir vendre ou offrir à qui tu veux. Et donc, je suis producteur dans le sud de la France, je suis client chez nous, j'ai
ma fille qui est étudiante à Paris, qui est cliente aussi chez nous, et on va faire le match entre le surplus de production et la consommation, et on va soustraire ça de la part énergie de la facture. Et ensuite, la transaction entre les particuliers se fera entre eux, soit c'est gratuit, soit ils s'échangent de l'argent avec le système de monnaie Bitcoin finalement, enfin c'est pas des Bitcoins mais c'est le même concept, avec le système de blockchain. Et donc l'idée c'est ça, c'est finalement que nous fournisseurs, où jusqu'à présent notre rôle c'était de choisir le producteur et d'aller obtenir un prix et d'aller revendre ça à nos clients, ben finalement on va se rajouter un deuxième rôle qui est de dire non, tout ce qu'on fait c'est qu'on fait le lien et on vous laisse échanger entre vous. Un peu comme Airbnb, mais au niveau de l'énergie et pas de la location. Alors, un petit peu plus que le lien, parce que est-ce que vous vous occupez de l'administratif entre la personne qui a un surplus et le réseau? Oui, bien sûr, parce qu'en fait, vu de nous, si on le fait d'un point de vue fournisseur, nous, on va être fournisseur de l'un, fournisseur de l'autre, donc on va être par le réseau facturé de la totalité de l'énergie, mais on va soustraire ça de la facture parce que finalement, l'injecteur va nous donner gratuitement son énergie qu'on va redonner à l'autre personne et ils vont se mettre d'accord entre eux. Oui, mais vu de nous, finalement, c'est juste une facture avec une réduction de prix. Et derrière, pour le réseau, alors évidemment, la décentralisation, ça aura un coût pour le réseau. En tous les cas, ça va être une évolution. Et c'est intéressant parce que la blockchain avec laquelle on travaille, ils ont un exemple très fort qui vient d'Australie, où la première réaction du réseau, quand les gens se sont mis à devenir de plus en plus autoconsommateurs, ça a été d'augmenter le prix, et de l'augmenter beaucoup, puisqu'il fallait qu'ils trouvent leur argent et qu'ils n'arrivaient plus à le trouver. Et plus ils l'ont augmenté, plus ils ont rendu rentable l'installation de batteries pour les particuliers. Et donc, à partir de là, les gens sont devenus de plus en plus isolés du réseau. Et donc, le réseau a augmenté ses prix et a eu de moins en moins de clients. Ce qui était assez nouveau, puisque d'habitude, il n'y a pas de concurrence pour le réseau. Mais finalement, là, la concurrence pour le réseau, c'est je m'isole et je me débrouille avec mes batteries. Et une fois qu'ils ont compris ça, ils se sont dit, ben non, il faut que je change ma politique tarifaire pour simplifier, au contraire, l'échange d'énergie entre particuliers. Et mon rôle de réseau, ça deviendra d'assurer techniquement ce rôle d'échange d'énergie entre particuliers. Puisque nous, finalement, en tant que fournisseur, on va l'assurer d'un point de vue financier. On va s'assurer que les flux financiers, que tout est réglé et que personne ne triche et que les bons volumes d'énergie sont au bon moment. Par contre, il faut effectivement que quelqu'un au niveau technique puisse mettre en place ce réseau. Et la première réaction de dire j'augmente les prix, je crois qu'il y a un monsieur qui a une moustache à la creux qui dit il faut faire quelque chose sinon Enedis va faire faillite. C'est pas la solution qui a marché et au contraire ça a fait en Australie en tout cas augmenter le nombre de maisons isolées, donc baisser très fortement les revenus du réseau. Oui, parce que tout à l'heure le représentant du stockage d'EDF parlait de l'hydroélectricité, dont il devait y avoir un appel d'offres depuis 2 ou 3 ans et qui n'a pas été et qui ne s'est pas fait parce que EDF n'est pas tout à fait d'accord. Qu'en pensez-vous, Madame la députée, de ces propos de nos amis d'Équateur et est-ce que ça vous paraît quelque chose qui va dans le bon sens? Alors, c'est vrai que la production d'énergie, il y a dans la production d'énergie décentralisée, c'est-à-dire il y a bien sûr quelques problématiques à prendre en compte aujourd'hui et demain. Par exemple, il est vrai qu'au nom de l'autonomie, on a peut-être des fois tendance à dire on va s'isoler du réseau et produire avec tous les inconvénients qui peuvent arriver, par exemple, en cas d'intempérie ou de tempête, parce qu'hier on en a eu des tempêtes, on peut se dire, par exemple, que comme on est isolé du réseau, s'il n'y a pas de souci, on est préservé. Mais à l'inverse, on peut aussi être confronté au manque d'énergie parce que le changement climatique pourra peut-être faire aussi qu'il n'y aura pas tout le temps du soleil à tout moment. On sait l'intermittence. Donc, le fait de se connecter sur le réseau, c'est assez important. Ça permet de faire ces liens de sécurité. Mais le fait de pouvoir également gérer cette intermittence via le numérique, notre co-intervenant a parlé justement de l'usage de la blockchain. Je trouve que
c'est quelque chose qu'on doit organiser et c'est aussi peut-être que ça va aller vers la fourniture de nouveaux équipements numériques. Et je sais qu'il y a aussi, Grégory Lamotte n'est pas là, mais je sais qu'il y a des entreprises qui travaillent dans ce sens. Après, ce que nos collègues ou ceux de l'Équateur veulent mettre en place, pourquoi pas, il y a des possibilités de le faire chez nous aussi, mais à condition, bien sûr, que les acteurs et les usagers de l'électricité puissent s'entendre. Et à côté de ça, il faudrait aussi que l'État soit là pour accompagner vers cette transition écologique pour que chacun puisse vraiment y prendre sa part. Ok, merci beaucoup. Nous allons passer ensuite au syndicat des énergies renouvelables. Alors, je conseille de lire parce qu'il y a un rapport qui a été fait par Ernst & Young en juin qui effectivement donne des chiffres tout à fait intéressants. Alors, je vais vous laisser puisque vous avez, mais la petite question que je poserai, c'est que on ne parle, alors à part l'hydrogène, et surtout d'énergie renouvelable comme le photovoltaïque ou comme l'éolien qui ont justement la capacité, enfin le défaut d'être intermittents. Alors que parmi tous les énergies renouvelables, il y en a qui sont effectivement, alors j'enlève l'hydraulique, mais il reste la géothermie profonde ou géothermie de surface, il reste toute une série d'ENR dont on ne parle pas, et même les ordures ménagères qui sont une énergie renouvelable dans la définition et dont on ne parle pas. Je vous laisse. Alors, je rappelle. C'est le bouton vert, c'est ça ? Donc, vert, c'est pour avancer. Rouge, c'est pour reculer. Et ça, c'est si vous voulez montrer quelque chose. Okay. Merci beaucoup, Denis. Merci aux organisateurs de convier le syndicat des énergies renouvelables. Je vais parler très peu du syndicat, on va surtout parler du fond et du sujet, mais vraiment en 2 mots pour que vous sachiez qui on représente. On représente l'ensemble, justement, des filières des énergies renouvelables. Le débat en France, il est très axé sur l'électricité, mais c'est vrai que, vu que le sujet aujourd'hui, c'est le monde post-carbone, on voit bien que le secteur de la chaleur, par exemple, et des transports sont des leviers fondamentaux pour décarboner l'économie. Donc nous, on représente toutes les entreprises actives dans toutes ces filières-là et à chaque fois l'ensemble de la chaîne de valeur de ces différentes filières. Les énergies renouvelables, vous mentionniez l'étude qu'on a menée en effet avec Ernst & Young. Je vais y revenir à la fin de la présentation, mais pour vous donner tout de suite un ordre de grandeur de combien d'emplois représentent ces différentes filières en France, on est aujourd'hui sur 165 000 emplois en France, donc générés par les énergies renouvelables. Alors, voilà, on m'a demandé de vous faire un petit tour d'horizon, je vais essayer de tenir dans les 8 minutes, sur justement où est-ce qu'on en est, nous, en France, sur le développement des énergies renouvelables, et puis ensuite, je dirai quelques mots sur ce que les énergies renouvelables apportent justement à l'économie et à nos territoires. Je vais quand même commencer par les filières électriques. On a entendu des choses extrêmement intéressantes précédemment sur l'autoconsommation. C'est vrai qu'en France, on a donc, pour rappel, ça a déjà été évoqué indirectement dans les précédentes sessions, mais on a quand même des objectifs très clairs qui ont été fixés par la loi, des objectifs à 2030. Il faut qu'on ait 33% de notre consommation d'énergie qui soit couverte par des énergies renouvelables. Et puis ensuite, on a des objectifs sectoriels. Électricité, chaleur, transport, gaz. On a la chance en France, comparé à d'autres pays en Europe, d'avoir une programmation pluriannuelle de l'énergie qui donne beaucoup de visibilité au secteur. C'est vraiment la feuille de route énergétique. On sait quel volume on va devoir déployer dans les prochaines années dans les différentes filières. Et ça, pour les investisseurs, c'est quelque chose de très précieux. Et d'ailleurs, Ernst & Young, c'est une coïncidence, mais a classé la France comme le 3e marché le plus attractif pour les énergies renouvelables en France.
Derrière ça, on a derrière l'objectif évidemment de la stratégie nationale bas carbone à 2050 de neutralité. Les filières électriques aujourd'hui, là je vous mets des chiffres que nous on publie tous les trimestres avec les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution. Alors ça c'est les chiffres à 2019, on a également des chiffres un petit peu plus récents, mais globalement la masse, vous voyez que ça représente à peu près un quart en fait de l'électricité aujourd'hui est couverte, de nos besoins électriques sont couverts par les énergies renouvelables. On a, et je réponds un peu déjà à votre question, alors nous on ne considère pas que les énergies renouvelables sont intermittentes. L'intermittence c'est je passe de 0 à 100 de manière immédiate. Les énergies renouvelables en réalité sont variables et elles sont surtout très prévisibles. Donc l'enjeu c'est gérer la variabilité dans le système et on voit que les gestionnaires de réseau, français mais européens de manière générale, ont fait énormément de progrès ces derniers temps et qu'en réalité, au-delà des questions de stockage, il y a plein de mécanismes de flexibilité, que ce soit les échanges transfrontaliers, la maîtrise de la demande, l'effacement, etc., qui permettent de gérer cette variabilité. On a un mix en France avec un socle qui est très fort, qui est celui de l'hydroélectricité, et ensuite qui va poursuivre son développement, mais sans doute dans des proportions assez mesurées. Et puis ensuite, 3 grosses filières qui vont contribuer au développement de la filière électrique, que sont l'éolien en mer, l'éolien terrestre et le solaire photovoltaïque. Et on voit déjà que ce mix, en fait, apporte en lui-même une certaine complémentarité, puisque sur les rythmes saisonniers, on voit bien que l'éolien produit plus en hiver, le solaire plus en été, et on a encore une fois le socle hydroélectrique dessus. Donc on est déjà en réalité sur un mix diversifié par rapport aux enjeux que vous mentionniez tout à l'heure. Ce que je voudrais dire, c'est que, et ça vraiment dans le débat public, on a tendance à l'oublier, la France a aujourd'hui déjà des solutions renouvelables extrêmement compétitives pour diversifier son mix et lutter contre le changement climatique. L'éolien en mer, les derniers appels d'offres, on est ressorti à 45 € du mégawattheure. Hier, le ministère a présenté les résultats de nouveaux appels d'offres sur le solaire, les tout derniers sur le solaire et l'éolien terrestre. On vient de passer le cap symbolique des 60 € sur l'éolien terrestre. Donc on est à 59 € sur l'éolien terrestre, on est à 57 € sur le solaire. On a les moyens, on n'est pas dans le monde post-carbone en 2050, on a en 2020 des technologies extrêmement compétitives pour développer le mix et atteindre nos objectifs. Je vais sauter ce slide-là pour passer à la chaleur, vu que le temps avance rapidement, parce que la chaleur, c'est un peu le grand oublié du débat public. C'est 45% de notre consommation d'énergie en France. Donc en fait, nous chauffer, que ce soit nous dans nos habitats, mais couvrir les besoins du logement collectif ou des productions de chaleur dans l'industrie, c'est quasiment autant d'énergie consommée que les transports et l'électricité réunis. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment su dans le débat. 80% de ces volumes sont carbonés aujourd'hui. Donc on a 20%, là aussi, c'est un panorama que fait le CER. Et sur la chaleur, c'est beaucoup plus compliqué que sur l'électricité, parce que les sources, les données sont beaucoup plus diffuses. Donc il faut agréger en fait beaucoup plus de données pour avoir une photographie exacte. On voit que, ça c'est des données 2018, on est en train de finir justement les données 2019, on est à 20,7% de chaleur renouvelable aujourd'hui en France, ça veut dire qu'il y a 80% des volumes qu'il va falloir décarboner. Et ça c'est majeur par rapport à l'enjeu de la session du jour. Où c'est qu'on a qu'est-ce qui produit de la chaleur renouvelable aujourd'hui? Et là j'en viens à ce que vous évoquiez à l'instant. On a 68% de bois. Alors le bois, les gens se disent c'est une technologie ancienne, etc. Mais en fait, aujourd'hui, avec la progression des équipements, c'est une source de chaleur extrêmement compétitive et peu émettrice de particules. D'abord sur le collectif, évidemment, sur les chaufferies industrielles qui vont alimenter les réseaux de chaleur, mais aussi sur le secteur domestique. Et puis ensuite, on a en effet les pompes à chaleur, alors qu'elles soient aérothermiques ou géothermiques. On a les unités de valorisation énergétique. C'est vrai que réglementairement, 50% de ça est comptabilisé comme renouvelable. Et puis, on a également de la chaleur solaire et le gaz, je vais y revenir, qui lui a cet avantage de pouvoir finalement alimenter l'ensemble des secteurs énergétiques. Peut-être très rapidement, les leviers, c'est quoi pour développer la chaleur? C'est un prix du carbone plus juste. On est dans un contexte où le prix du gaz est très bas et donc on a des vrais enjeux de compétitivité par rapport aux solutions de chaleur renouvelable. Il y a tout le dispositif MaPrimeRénov' pour vous et nous
qui va évoluer à partir du 1er janvier, qui est un élément majeur pour développer ces sources renouvelables. Et puis on a évidemment le fonds chaleur pour les usages plus collectifs et industriels. Le gaz, j'en dis un mot également rapidement. C'est une filière qui aujourd'hui, en volume, quand on la regarde, elle représente peu par rapport à la part globale de consommation de gaz, mais il faut regarder les dynamiques. Et les dynamiques, vous avez là sous les yeux les chiffres de développement des projets. Cette dynamique, elle est extrêmement forte. Et je dirais que ça, c'est en fait même le début de l'iceberg, puisqu'on a en réalité encore beaucoup plus de volumes qui sont dans les projets. On a 13 TWh de projets en développement aujourd'hui. Donc c'est une filière qui est à la fois une filière intéressante du point de vue énergétique, qui est une vraie filière de complémentarité pour les revenus des agriculteurs et qui permet d'être pleinement dans l'économie circulaire, puisque c'est aussi une filière qui va permettre de gérer les déchets, qu'ils soient agricoles ou industriels, ou ménagers, pardon. Rapidement, on a voulu aussi contribuer au débat actuel sur la relance en se disant mais qu'est-ce que ces énergies renouvelables vont apporter à l'économie française et au territoire. Et on a pris l'hypothèse, on a modélisé en fait l'effet de la PPE sur différents indicateurs macroéconomiques, et notamment les plus importants. Aujourd'hui, le secteur des énergies renouvelables, ça injecte dans l'économie française 15 milliards d'euros de valeur ajoutée chaque année. Dans l'économie, pas forcément l'économie française, parce que... Dans l'économie, donc 80% de cette valeur revient sur le territoire national. Tout à fait exact. Les panneaux chinois et les éoliennes chinoises, effectivement, c'est pas directement sur la France. Alors, ça c'est un point, je vois que le temps est déjà dépassé, mais on pourra y revenir dans le débat. C'est vrai qu'il y a des marqueurs comme ça dans le débat public où les gens se disent les panneaux sont chinois, donc toute la valeur s'en va en Chine. C'est totalement faux en fait là. Une grande partie de la valeur, même dans le solaire, elle est aujourd'hui sur le territoire français, tout simplement parce que le poste coût du panneau a tellement décru qu'en réalité aujourd'hui un équipement solaire c'est le développement, l'installation, la maintenance et plein d'autres éléments qui béton. Alors le béton pour les installations au sol, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais il y a beaucoup de valeur en fait, même sur le solaire aujourd'hui, qui reste dans le territoire. Sur les emplois, on l'a pas fait pour avoir un chiffre rond parce que c'est facile de communiquer avec des chiffres ronds, mais c'est vraiment les résultats de la modélisation. On estime que la PPE va générer 100 000 emplois directs et indirects, des ETP équivalent temps plein, direct, indirect, si on atteint les objectifs de 2028. Et puis je terminerai, je vais sauter ce slide parce que j'ai déjà dépassé mon temps, mais je terminerai juste sur un autre point qui nous semble essentiel, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de créer de la valeur et des emplois, il faut aussi voir comment ils se répartissent sur le territoire. Et ça, c'était l'autre partie de l'étude. On a vraiment modélisé ça à la maille régionale. On a regardé en termes de retombées fiscales et en termes de dispersion de cette valeur ajoutée, de cette création d'emplois sur les territoires. Et l'enseignement essentiel, c'est qu'il n'y a pas de grands perdants ou de grands gagnants. Chaque région, vous l'avez d'ailleurs dit tout à l'heure, chaque région a au moins une ou plusieurs sources d'énergie renouvelable à exploiter. Et du coup, quand on les combine les unes avec les autres, on voit que finalement, que ce soit en création d'emplois ou en distribution de la valeur ajoutée, il y a une répartition relativement homogène de tous ces éléments-là. Voilà, c'était mon dernier slide justement, donc petit rappel. Merci. Voilà, donc c'est un autre élément important. Nous, quand on parle d'énergie de territoire, on a justement voulu vérifier que ça permettait à l'ensemble des territoires de bénéficier de ce développement. Merci. Merci. Alors, on a dit que l'éolien était intermittent, c'est vrai, mais il y a des gens qui travaillent et ont fait de la recherche pour améliorer le rendement et l'intermittence. Monsieur Christophe Le Paysan, CEO de Epsiline, va nous montrer... Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Oui. Alors normalement, il y a quelques planches. Quelques mots sur l'énergie éolienne. Bon, beaucoup de choses ont été dites. L'énergie éolienne a commencé comme marché de niche aux États-Unis et en Europe et joue un rôle majeur aujourd'hui
dans le monde entier comme source d'énergie renouvelable peu coûteuse. Quelques éléments de prix ont été rappelés il y a quelques minutes. Ça, c'est un fait aujourd'hui et ça le restera demain à l'avenir, puisque pour tenir les engagements de limitation à 1,5 degré de réchauffement climatique, il faudra passer notamment par une multiplication par 3 de l'éolien terrestre et une multiplication par 10 de l'éolien offshore d'ici à 2030. Quelques mots sur l'éolien dans le monde. Donc, comme je vous disais aujourd'hui, c'est une énergie qui est très répandue et qui, ça avait été dit ce matin, qui est située dans certaines zones où, par ailleurs, il y a beaucoup de pollution et de rejet de CO2. Donc, notamment, l'éolien, aujourd'hui, c'est 45% en Asie et 20% en Amérique du Nord. 20% également chez nous en Europe. La répartition est plus centrée sur les pays européens pour l'éolien offshore, mais comme vous le voyez, aujourd'hui, l'éolien offshore, en termes de capacité, représente tout de même une part résiduelle de l'éolien en général. Et donc j'arrive, après ces quelques mots, au sujet de l'éolien. Donc effectivement, c'est une énergie sur laquelle il y a eu beaucoup de R&D, notamment pour améliorer le rendement des actifs éoliens. Et je vais vous en présenter une ici. Donc simplement quelques mots sur la performance des éoliennes. Elles dépendent de deux choses principalement, mais notamment de leur orientation par rapport au vent et de l'orientation de leur pale. Pour ça, pour bien orienter les éoliennes, deux systèmes sont historiquement utilisés. Un mât de mesure, avec des instruments de mesure du vent en tête de parc, mais notamment sur les parcs éoliens terrestres, ça peut poser problème puisque le parc étant étendu, le relief peut varier et donc le vent qui est mesuré par le mât de mesure peut être différent du vent qui frappe effectivement l'éolienne. Par ailleurs, il y a aussi des instruments de mesure sur les éoliennes, donc un anémomètre, une girouette, qui mesure le vent, mais qui le mesure derrière les pales, et donc qui mesure un vent qui est perturbé par le mouvement de ces pales et le mouvement du rotor, et donc qui sont intrinsèquement imprécis. Et donc la société Epsiline que je représente aujourd'hui a développé une solution qui permet du coup de mesurer près de l'éolienne, mais devant les pales, et non pas près de l'éolienne, derrière les pales. Donc c'est une solution par laser qui, du coup, qui s'installe au même endroit que les instruments historiques, mais qui, grâce à la technologie de radar laser, peut mesurer devant les pales et donc s'affranchir des turbulences générées par le rotor. Grâce à ça, c'est un outil tout en un qui fournit un certain nombre de données météorologiques et aussi qui fournit aussi des données vibratoires sur le fonctionnement de l'éolienne. Et grâce à ça, en fait, les opérateurs de parcs éoliens ont une vision bien plus précise et bien plus complète du fonctionnement de leurs éoliennes, peuvent en changer les paramètres de fonctionnement directement à distance, parce que c'est également un objet connecté, et donc peuvent optimiser la production de leurs éoliennes jusqu'à 10% sans changer l'éolienne, donc sans réinvestir lourdement dans l'actif éolien. Et donc, avec ce type d'outils, la filière continue à augmenter le rendement des éoliennes nouvelles, avec des nouveaux modèles d'éoliennes, et aussi des éoliennes anciennes, le parc existant, avec des solutions de ce type qui sont compatibles avec le parc existant. Ce sont en fait les opérateurs qui font bouger les pales suite à l'analyse du vent. C'est pas automatique. L'éolienne fonctionne automatiquement, oui, mais suivant un certain nombre de paramètres qui sont définis. Et grâce en fait à des instruments de mesure précis comme la solution WinEagle, ils peuvent avoir en temps réel en fait des mesures plus précises sur le fonctionnement et donc modifier les paramètres de fonctionnement de l'éolienne. Et une fois que les paramètres sont modifiés, du coup l'éolienne produit plus automatiquement de nouveau. Donc Epsiline est une société basée en France, à Toulouse, qui propose du coup cette innovation brevetée et de rupture grâce à son laser. Et surtout, l'élément important, c'est qu'on apporte un gain significatif de production sans investissement lourd, puisque c'est un petit capteur, c'est un objet connecté. Pardon, excusez-moi. Il
En plus, il ne faut pas toucher le micro pendant la période C'est pas actuelle. grave. Désolé. Ouais. Et donc, du coup, c'est un petit capteur associé à un logiciel et qui est connecté, qui permet, du coup, aux acteurs de l'éolien d'avoir un gain significatif de production direct et sans modification de l'éolienne, donc qui améliore directement le rendement de l'éolienne. Et en plus, pour les éoliennes les plus anciennes, accroît leur durée de vie, puisque une éolienne mieux réglée par rapport au vent subit moins de stress sur les éléments mécaniques et moins de vibrations, et donc peut du coup durer plus longtemps. C'est une solution qui est aujourd'hui commercialisée en Europe et en Asie, où j'avais indiqué il y a quelques minutes que c'est un marché très important, le premier marché de l'éolien dans le monde. En France ? Et oui, bien sûr. Nous sommes une société basée à Toulouse. La R&D a été faite avec un acteur français. Donc les premières installations ont été faites avec un acteur qui est basé en Nouvelle-Aquitaine. Et du coup, on a énormément de clients. La plupart des opérateurs français sont nos clients aujourd'hui. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, M. Pierre Ribotte vient nous parler. Il est directeur du soutien au métier de la performance de Veolia. Alors, Veolia, dont on parle beaucoup, effectivement, les gens confondent et pensent qu'ils font surtout de l'eau. Et c'est pas vrai. Pierre Ribotte, vous allez nous l'expliquer tout ça. Ok, merci. Non, effectivement, on fait de l'eau, mais pas que. Peut-être vous présenter, c'est ce que vous me disiez avant la séance, ce que fait le groupe. Veolia est connu en fonction des territoires où il est implanté pour certains de ses métiers. L'eau, que vous évoquiez, qui est un des pieds du groupe, il y en a deux autres. Le deuxième, c'est la thématique des déchets. Donc, on va dire la gestion des déchets, solides, liquides, banals ou dangereux. Et on va dire tout ce qui est lié à l'économie circulaire autour de ces déchets et les thématiques de l'énergie. Pour nous, l'énergie, ce sont les services à l'énergie, c'est l'efficacité énergétique, la performance énergétique, la gestion des réseaux locaux de chaleur, de froid et de production d'énergie verte. C'est un sujet évoqué. Sur l'eau, c'est la gestion globale du cycle de l'eau, donc c'est souvent ce qui est visible, c'est la production, la distribution d'eau potable, mais c'est aussi la collecte et le traitement des eaux usées. Trois métiers qui ont été considérés à juste titre comme prioritaires, essentiels durant la crise qu'on a connue. Voilà. Donc quelques chiffres, on est implanté sous tous les continents, donc en Europe beaucoup, en Asie, en Amérique, Nord et Sud, Afrique, Moyen-Orient. Les ordres de grandeur, ils peuvent paraître assez grands et loin de nous, mais la réalité du quotidien de nos opérations, qu'est-ce que c'est ? C'est le mot qui est sur le kakimono présent ici, c'est la notion de territoire. Donc nous opérons des services locaux. Donc l'eau qui est produite à un endroit, elle est consommée localement. Les déchets qui sont collectés localement sont traités localement. Ensuite, ils peuvent partir dans des boucles matières un petit peu plus élargies, mais globalement, ils servent la notion de territoire. Quant à l'énergie, la thématique qui est la nôtre, l'efficacité énergétique, vous parliez de ce sujet-là. Effectivement, ce qu'on peut produire en plus ou en moins, ça sert une installation donnée et parfois, effectivement, c'est connecté au réseau. Mais ce qui est vraiment le maître mot de notre groupe, c'est une action locale. Veolia est un groupe qui est implanté dans son territoire. Voilà, donc des milliers de sites. Les enjeux que vous évoquez, vous voyez, sur la maintenance, la performance opérationnelle nous parlent très concrètement. Donc, voilà, c'est des solutions qui sont utiles à des opérateurs de façon générale. Alors, aussi, on a représenté un territoire. J'essaie d'encadrer. Alors, c'est très touffu, mais vous aurez les slides, donc vous pourrez regarder en détail. Je peux d'ores et déjà vous dire que tout n'y est pas non plus dans ce que le groupe fait. Donc, c'est une extraction, une simplification, mais les thématiques qui sont les nôtres autour, on va dire, des énergies renouvelables, vertes, le zéro carbone, on les trouve dans les thématiques de stockage des déchets, de valorisation du biogaz. On les trouve dans les services énergétiques pour les bâtiments. Je vais venir dans notre approche sur la thématique. Sur les micro-réseaux d'énergie en français, sur la distribution d'énergie, évidemment, et dans les réseaux urbains, mais aussi dans le traitement des biodéchets, dans la gestion des boues des stations d'épuration
et dans la valorisation énergétique des déchets d'une façon générale. Pour nous, les enjeux, quels sont-ils? On regarde la performance de l'entreprise au regard de notre raison d'être et de ce qu'on appelle la performance plurielle de l'entreprise. C'est-à-dire que Veolia, agissant sur un territoire, doit être utile et a volonté d'être utile à toutes ses parties prenantes. Nos principaux enjeux, ceux dont on discute finalement, et qui sont des lames de fond, c'est la raréfaction des ressources fossiles et qui quand même alimente notre économie, qui est extrêmement dépendante à ça, et le gros enjeu du dérèglement climatique, qui sont les défis majeurs auxquels nous devons faire face. Il est indispensable, bien évidemment, de développer des solutions nouvelles d'énergie, renouvelables et respectueuses de l'environnement. Quels sont les leviers d'action pour nous quand on intervient pour le compte de nos clients et les solutions qu'on propose? D'abord, on regarde la thématique de l'efficacité énergétique des installations. Voilà. Donc, on évoquait tout à l'heure la notion digitale, l'autoconsommation numérique, voilà. Et donc le fait d'afficher des consommations rend concret. Et on sait, il y a des benchmarks. Aujourd'hui, on est un petit peu plus loin que ça, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Rien que le fait de mesurer sa consommation, automatiquement, on observait une baisse mais significative des consommations de quelques dizaines de pourcents. Donc, il y a là des gisements d'énergie négative qu'on ne va pas produire. Ou qu'on va pouvoir éviter d'ajouter des blocs de production pour assumer de nouveaux besoins. Donc, on travaille à l'efficacité énergétique des installations sous toutes ses formes. On travaille à récupérer les énergies perdues qui peuvent être envoyées au milieu naturel et à les valoriser. Et enfin, dans le package de l'approche qu'on intègre, c'est de fournir les énergies renouvelables pour améliorer, d'une façon générale, le bilan carbone et l'empreinte environnementale des solutions énergétiques pour nos clients. Alors, j'ai voulu vous donner quelques exemples, le temps file. J'aurais aimé profiter du crédit d'1 minute 30 de l'intervenant précédent, mais on va essayer d'aller vite et de tracer une ligne dans la présentation pour m'arrêter sur quelques points, peut-être des angles sous lesquels vous ne connaissez pas Veolia. Le premier sujet, on disait, c'est l'efficacité énergétique. Il y a 1000 solutions, ne me citez pas là exactement, mais il y a beaucoup de solutions et de technologies en la matière. On va s'intéresser à une que je vous présenter qui s'appelle Flexity, qui est finalement de la mise en relation, mais différente de votre esprit, mais vous connaissez ce type de solution, je pense, par cœur. Le deuxième sujet, c'est comment, par des exemples concrets, on peut récupérer une énergie fatale, donc perdue, pour la transformer et la valoriser. Et enfin, quelques exemples de production. On a évoqué la thématique du biogaz par Alexandre sur, on voit bien cette courbe très dynamique. C'est une lame de fond. Les enjeux de modèle économique sont importants. Donc, effectivement, on voit se développer sur les dernières années beaucoup de solutions autour de la production du biogaz. Parfois pour de la production électrique et de plus en plus pour de la conversion, pour de l'injection dans du réseau. Voilà. Alors, ça aurait été trop simple de suivre l'ordre des slides. On va commencer par la chaleur fatale, la valorisation des chaleurs fatales. Je vais vous donner un exemple. Le numérique a besoin de data centers. Ces data centers, on le sait, sont des énormes consommateurs et des producteurs de chaleur. Donc, ils consomment beaucoup de froid, d'électricité. Ils produisent beaucoup de chaleur. Sur Braunschweig, donc une ville d'Allemagne, donc BS Energy, c'est une filiale de Veolia avec des partenaires, ça s'appelle une Stadtwerke, qui gère de l'électricité, le chauffage urbain, le gaz et l'eau dans la ville de Braunschweig. Un réseau de chaleur existant qui fournit 45% de l'énergie de la ville a été un site pour un projet de démonstration, Reuse It, pour valoriser la chaleur fatale d'un data center implanté dans la ville pour générer un nouvel écoquartier résidentiel. Donc, notre rôle dans ce type de solution, c'est faire le diagnostic, intégrer les solutions. À partir de l'énergie fatale, on implante un échangeur en la matière et on vient ensuite compléter le delta d'énergie dont on a besoin avec la production de notre réseau, de notre usine de production de chaleur de Braunschweig. Donc concrètement, le type de solutions qui sont d'ores et déjà accessibles et peuvent être implémentées. Et encore une fois, c'est produit localement et ça sert effectivement, on va dire, dans la proximité à un écoquartier.
Autre sujet très intéressant sur une ville en France, Roquebrune et Cap-Martin, on a développé une technologie qui s'appelle énergie d'eau, qui est aussi un système d'échangeur en fait. On récupère donc toutes les eaux usées, toutes les collectivités font ça, hein, donc nos clients ont cette responsabilité, on opère ces services pour un certain nombre d'entre eux. On récupère à travers les eaux usées une chaleur, en gros une température relativement intéressante, et ce petit delta de température qu'on est capable de récupérer concrètement, sur le cas de Roquebrune Cap-Martin, nous a permis sur un écoquartier d'environ 20 000 m², Cap Azur, de produire la chaleur qui permet d'alimenter les appartements. Il y a une résidence de tourisme en particulier, un pôle tertiaire, une piscine, une crèche, etc., etc. Et donc là, concrètement, on alimente les besoins en chaud et froid et en eau chaude sanitaire pour ce périmètre-là. Ce sont des solutions que nous implémentons régulièrement et qui répondent à ce besoin, on va dire, territorial de réutilisation de l'énergie et d'une chaleur qui est perdue parce qu'elle va à la station d'épuration et on n'en fait rien, elle part ensuite au milieu naturel. Le premier sujet que j'évoquais, qui est la performance, celui-là, c'est celui de la flexibilité. Qu'est-ce qui se passe? Nos systèmes ont souvent des réserves de capacité, c'est-à-dire qu'ils sont designés pour des modes de fonctionnement. Vous évoquez, en fait, c'est un peu la même chose que pour vos éoliennes. Il y a des modes de fonctionnement, des paramètres. Merci pour la musique. Il y a des. Ouais, c'est dur, mais il faut respecter cette règle, évidemment. Je vais terminer sur cet exemple-là. Je vous donnerai un exemple sur les bouts, peut-être. Sur la flexibilité, de quoi il s'agit? Il s'agit tout simplement de dire, OK, en fonction, avec l'opérateur de réseau, donc qui a des demandes, on va dire, d'effacement d'énergie. On sait qu'on a des réserves de capacité qu'on peut activer sur des temps brefs, c'est-à-dire qu'on est capable de les mobiliser sur des durées, on va dire, de les activer en moins d'un quart d'heure, un maximum, et sur des durées qui peuvent aller jusqu'à 2 heures. Et donc, en fonction, par exemple, sur des usines, sur des stations de pompage, de dire, OK, on va, parce qu'on a la possibilité technique, tout en respectant les critères de traitement et de production qui sont les nôtres, de modifier le point, la consigne de fonctionnement de l'usine, et donc ça permet d'éviter d'allumer des capacités complémentaires qui souvent d'ailleurs, pas souvent, sont d'origine fossile. Voilà. Et un dernier sujet qui est intéressant, certaines personnes viennent de Toulouse, donc je vais évoquer le cas de Ginestou. Qu'est-ce qui se passe sur Ginestou? Une station d'épuration reçoit de la matière organique. Cette matière organique, le principe d'une station, c'est de la traiter, la réduire pour ensuite rejeter un effluent traité au milieu naturel. Cette matière organique, l'idée, c'est de la capter, de la digérer, de produire un gaz vert. Les eaux usées sont une des seules ressources avec les déchets qui augmentent avec la population. Donc, plus il y a de gens, à peu près, il y a d'eau usée qui est produite, et plus on est capable de produire de biogaz. Le biogaz en particulier dans cette solution-là, pour une station d'épuration municipale de 900 000 équivalents habitants, donc c'est assez gros. Non seulement on le digère, et donc ça permet de traiter l'effluent, on produit du biogaz. En général, on produit un biogaz qui est aux alentours de 2 tiers de concentration en méthane. On le purifie par des technologies membranaires, on le désulfurise, et on est capable ensuite, en le compressant, de l'injecter dans le réseau. Voilà. Ok, merci. Il y a plein de choses, mais voilà, vous reviendrez l'année prochaine pour continuer. Exactement. Bien, je vous remercie tous et je vais laisser la parole à Michel Saban qui s'impatiente parce que le temps passe.